Je suis Julio, j'ai 35 ans, et j'ai travaillé toute ma vie pour acheter la maison de mes rêves. Après des années d'économie, j'avais enfin trouvé mon endroit parfait. Puis, le mois dernier, je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires pour découvrir que ma maison était en pleine construction. Ma salle de bain était éventrée, ma cuisine démolie, et ma sœur Rachel dirigeait les ouvriers comme si elle possédait l'endroit. Nous rénovons avant d'emménager, a-t-elle annoncé, tandis que son mari Marcus et ses parents riaient de mon air choqué. J'ai juste dit « d'accord » et je suis sorti. Le lendemain, elle m'a appelé en panique. Il y a 5 voitures de police devant la maison. Si vous avez déjà laissé votre gentillesse être exploitée par votre famille, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour savoir comment j'ai géré cette situation cauchemardesque. Mes parents sont venus en Amérique depuis le Mexique quand ils avaient la vingtaine, n'apportant rien d'autre que leur éthique de travail et leur rêve d'une vie meilleure. Ils m'ont inculqué, dès mon plus jeune âge, les valeurs de l'éducation, de la persévérance et de la responsabilité financière. Dans ce pays, on peut tout accomplir si l'on travaille assez dur, me disait mon père en rentrant épuisé de son travail dans la construction. Ma mère faisait le ménage chez des gens pendant la journée et prenait des quarts de nuit dans une usine locale. Leurs sacrifices n'ont pas été vains. J'ai pris ces leçons à cœur. Pendant le lycée, j'ai découvert mon talent pour l'informatique et le codage. Alors que mes amis traînaient au centre commercial ou jouaient aux jeux vidéo, moi, je prenais des cours supplémentaires et je travaillais à temps partiel dans un atelier de réparation informatique local. Quand est venu le temps de l'université, je n'avais pas le luxe de parents pouvant payer mes frais de scolarité. Je me suis payé une université publique en travaillant à 2 emplois, un au département informatique du campus en semaine, et un autre dans un restaurant le week-end. Souvent, je survivais avec seulement 4 heures de sommeil. Mais je ne me suis jamais plaint. C'était mon rêve américain en devenir. Après l'obtention de mon diplôme, mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai décroché un poste d'ingénieur logiciel junior chez Techfer, une entreprise en pleine croissance dans le secteur. Je vivais frugalement, partageant un appartement avec 2 colocataires et économisant chaque centime possible. Pendant que mes collègues achetaient des voitures neuves ou prenaient des vacances coûteuses, moi, je conduisais une Honda vieille de 15 ans et j'investissais mes primes. Mon objectif était clair, je voulais posséder une maison avant mes 35 ans, quelque chose que mes parents n'avaient jamais réussi à accomplir malgré des décennies de travail acharné. L'année dernière, ce rêve est finalement devenu réalité. Après près d'une décennie d'économie et d'ascension dans la hiérarchie de l'entreprise pour devenir architecte logiciel senior, j'ai acheté une magnifique maison de style artisan dans le quartier de Pinneridge-Estate, une banlieue paisible avec des rues bordées d'arbres et un fort sentiment de communauté. La maison n'était pas parfaite, elle nécessitait des mises à jour et avait quelques éléments démodés, mais elle était mienne. J'ai passé 2 ans à la rénover avec soin, en choisissant chaque luminaire, chaque couleur de peinture et chaque meuble. La cuisine était ma fierté, avec des armoires sur mesure et un îlot en quartz en cascade que j'avais conçu moi-même. La salle de bain offrait une douche à l'italienne avec un sol en galets de rivière et une pomme de douche effet pluie qui faisait de chaque matin une visite au spa. Ma relation avec ma sœur Rachel a toujours été compliquée. Étant 5 ans plus jeune, elle a grandi en étant la petite dernière de la famille. Et je ne peux pas nier qu'elle était traitée différemment de moi. Là où je faisais face à des règles strictes et des attentes élevées, Rachel recevait des secondes chances illimitées et des responsabilités réduites. Nos parents exerçaient des métiers un peu moins exigeants lorsqu'elle était adolescente, ce qui signifiait que plus d'attention et de ressources lui étaient disponibles. Cette dynamique a créé un schéma qui a persisté à l'âge adulte. Rachel empruntait fréquemment des objets sans demander, ma voiture, mon ordinateur portable, même de l'argent dans mon portefeuille. Lorsqu'elle était confrontée, elle se faisait passer pour blessée, comme si mes limites étaient une attaque personnelle contre elle. « Nous sommes une famille », disait-elle. « Pourquoi es-tu si égoïste ?» Nos parents prenaient généralement son parti, me rappelant qu'en tant qu'aîné, je devais être plus compréhensif et généreux. Malgré ces frustrations, je tenais beaucoup à ma sœur. Il y a 3 ans, lorsqu'elle a rencontré Marcus, j'étais plein d'espoir. Il semblait responsable et équilibré, travaillant comme directeur des ventes pour un concessionnaire local. Pour la première fois, Rachel semblait se stabiliser, parlant d'objectifs de carrière, et même économisant pour son propre logement. J'aimais sincèrement Marcus et je pensais qu'il était une influence positive pour elle. Leur mariage fut une occasion joyeuse, et je leur ai fait un cadeau généreux pour les aider à démarrer leur vie ensemble. Après avoir acheté ma maison, j'ai pris un immense plaisir à la rendre vraiment mienne.
Le porche d'entrée était équipé de chaises à bascule faites à la main où je prenais mon café matinal. Le salon possédait des étagères encastrées que j'avais remplies de ma collection de romans de science-fiction et de livres techniques. Mon bureau à domicile était méticuleusement organisé avec un double écran et un bureau assis debout, parfait pour les rares jours de télétravail. Chaque recoin reflétait ma personnalité et mes goûts. La maison n'était pas seulement un investissement financier, elle représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Quand mes parents ont visité pour la première fois, mon père avait les larmes aux yeux. C'est pour cela que nous sommes venus dans ce pays, a-t-il dit, me serrant l'épaule. Ces mots signifiaient tout pour moi. Le mois dernier, j'étais censé assister à une importante conférence technologique à Seattle. En tant qu'architecte principal de la nouvelle plateforme cloud de notre entreprise, je devais présenter notre innovation à des leaders de l'industrie. La conférence était initialement prévue pour 2 semaines, ma présentation étant programmée pour le dernier jour. J'avais préparé intensivement, créant des diapositives détaillées et répétant mon discours plusieurs fois. 3 jours après le début de la conférence, j'ai reçu un avis indiquant qu'en raison d'un conflit d'horaire avec le lieu, les sessions restantes seraient condensées. Ma présentation a été avancée, et la conférence se terminerait 2 jours plus tôt que prévu. Après avoir présenté avec succès mon exposé, qui a suscité un intérêt enthousiaste de la part de plusieurs clients potentiels, j'ai décidé de rentrer plus tôt que de rester à Seattle. J'étais impatient de passer ce temps libre inattendu à me détendre dans ma maison, peut-être rattraper un peu de travail de jardinage ou simplement profiter de mon espace paisible. Je ne savais pas que rentrer tôt allait révéler une situation qui mettrait à l'épreuve ma patience, ma résolution et les liens familiaux d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le trajet de 5 heures de Seattle jusqu'à la maison a été agréable. Le printemps était arrivé en pleine force, peignant le Pacifique Nord-Ouest de vert vibrant et de fleurs sauvages colorées. J'avais les vitres baissées, appréciant l'air frais et la liste de lecture de mes chansons de rock classique préférées. Mon esprit vagabondait entre la réflexion sur la présentation réussie et la planification des petits projets d'amélioration de la maison que je pourrais entreprendre avec ce temps libre inattendu. Peut-être installerai-je enfin ces étagères flottantes dans la chambre d'amis ou réparerai-je la planche branlante sur la terrasse arrière. Alors que je tournais dans ma rue, mon anticipation paisible s'est rapidement dissipée. 3 véhicules inconnus étaient garés dans mon allée, un pick-up blanc avec un logo d'entrepreneur, un VUS rouge que je n'avais jamais vu, et la berline noire de Marcus. Ma première pensée fut que Rachel et Marcus venaient peut-être en visite et avaient amené des amis, mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi seraient-ils chez moi s'ils me croyaient absent? En m'approchant de ma porte d'entrée, j'ai entendu des bruits inhabituels, le sifflement aigu des outils électriques, des coups de marteau, et plusieurs voix s'interpellant. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai inséré ma clé et poussé la porte. L'entrée qui m'accueillait normalement avec des murs beige chaud et une console de goût était maintenant encombrée de bâches de protection, de boîtes à outils et de matériaux de construction. Une fine couche de poussière recouvrait tout. Les planchers de bois franc que j'avais soigneusement remis à neuf étaient rayés à plusieurs endroits, comme si quelque chose de lourd y avait été traîné. Suivant le bruit, je suis d'abord allé à la salle de bain près du couloir. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ma belle salle de bain avec ses carreaux personnalisés et sa porte de douche en verre avait été complètement démolie. La douche n'était plus que des montants et des tuyaux exposés. La vanité avait disparu, et la toilette avait été retirée, ne laissant qu'un trou dans le sol avec un chiffon bouché dedans. Un homme d'âge moyen en tenue de travail mesurait l'espace, faisant des marques sur le cloisonnement nu. Sous le choc, j'ai continué vers la cuisine. Si la salle de bain était mauvaise, la cuisine était une zone sinistrée. Mes précieux meubles sur mesure avaient été arrachés des murs, laissant des trous béants là où se trouvaient les ancrages. Les comptoirs en quartz avaient disparu. Mon réfrigérateur et ma cuisinière avaient été débranchés et poussés au centre de la pièce. 2 ouvriers discutaient de quelque chose concernant la plomberie tout en faisant des gestes vers un mur exposé. Mes biens les plus chers n'avaient pas été épargnés non plus. La platine vinyle vintage que mon grand-père m'avait offerte, normalement exposée sur une étagère spéciale, reposait maintenant dangereusement sur une pile de boîtes. Les photos de famille avaient été retirées des murs et empilées négligemment sur la table à manger. Ma collection de livres de première édition dédicacés avait été fourrée dans une boîte en carton étiquetée « Les affaires de Julio » avec une écriture inconnue. Abasourdi et de plus en plus en colère, j'ai suivi le son d'une voix de femme jusqu'au salon. Là se tenait Rachel, tenant ce qui semblait être des plans de conception, dirigeant un jeune ouvrier concernant l'emplacement de quelque chose. Elle ne m'avait pas encore remarqué. Marcus était assis sur mon fauteuil, feuilletant son téléphone,
tandis qu'un couple âgé que je reconnaissais comme étant ses parents, Walter et Patricia, se tenaient près de la baie vitrée, pointant et discutant de quelque chose à propos de l'espace. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang, ai-je finalement réussi à demander, ma voix tendue par l'effort de ne pas crier. Rachel s'est retournée, son expression passant de la concentration à la surprise. Julio. Oh mon Dieu, tu es rentré plus tôt. Elle a serré les papiers contre sa poitrine, ressemblant un instant à un enfant pris en faute. Marcus a sauté du fauteuil, visiblement surpris. Et mec, on ne t'attendait pas avant encore 2 jours. Walter et Patricia ont échangé des regards avant que Walter ne s'avance avec une main tendue. Vous devez être le frère. Bel endroit que vous avez là, ou du moins, il le sera une fois que nous aurons terminé les améliorations. Améliorations. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que je voyais. Rachel, pourquoi ma maison est-elle en train d'être mise en pièces? Qui sont toutes ces personnes? Le choc initial de Rachel a rapidement cédé la place à une attitude décontractée encore plus exaspérante. Elle a agité la main avec désinvolture. Ne sois pas si dramatique. Nous faisons juste quelques rénovations avant d'emménager. La salle de bain était totalement dépassée, et cette cuisine n'allait jamais fonctionner pour nous. Emménager, ai-je répété, incapable d'assimiler ce que j'entendais. De quoi parles-tu? Marcus est venu se tenir à côté de Rachel, passant son bras autour de sa taille. Nous voulions te faire une surprise à ton retour. Nous allons rester ici un moment. Patricia est intervenue depuis l'autre bout de la pièce. Ils ont besoin d'un endroit convenable pour fonder leur famille. Leur appartement est beaucoup trop petit. Walter a hoché la tête en signe d'approbation. Et cet endroit a beaucoup de place. Tu n'as pas besoin de tout cet espace juste pour une personne. Rachel a souri brillamment, comme si cette explication clarifiait tout. Tu vois, c'est parfaitement logique. Et nous savions que l'endroit avait besoin d'être modernisé, alors nous avons pensé nous en occuper pendant ton absence. Surprise. J'ai regardé autour de moi, ma maison démolie, ma vie privée violée, mes biens bafoués. Les expressions pleines de droit sur leur visage indiquaient clairement qu'ils ne voyaient absolument rien de mal à ce qu'ils avaient fait. Patricia a dû remarquer mon expression, car elle a ri et dit à Walter, « Regarde sa tête. Je t'avais dit qu'il serait surpris. » Walter s'est joint au rire. « Ne t'inquiète pas, mon garçon. Je supervise tout le travail moi-même. J'étais entrepreneur avant de prendre ma retraite. Tout sera aux normes. Enfin, la plupart du temps. » Encore des rires de la part de Marcus et de ses parents. Rachel souriait, incertaine, observant ma réaction. À cet instant, un calme étrange m'a envahi. Des années de formation en résolution de conflits au travail se sont activées, me rappelant que les pires décisions sont prises sous le coup de la colère. Au lieu de la réaction explosive qu'ils attendaient probablement, peut-être même espéraient-ils pour me peindre comme déraisonnable, j'ai simplement dit « d'accord ». D'accord, a répété Rachel clairement, déconcertée par ma réponse placide. Oui, d'accord. J'ai tourné les talons et suis retourné à ma voiture, refermant la porte derrière moi. Une fois au volant, j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, prenant de profondes respirations pour me calmer. Par la fenêtre, je pouvais voir Rachel et Marcus me regarder depuis la porte d'entrée, la confusion évidente sur leurs visages. Ils n'avaient clairement pas anticipé cette réaction. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter ce qui s'était passé, et pour décider de mes prochaines étapes. Une chose était certaine, cette situation était loin d'être acceptable, et je n'avais aucune intention de la laisser continuer. Après m'être calmé dans la voiture, j'ai envoyé un SMS à Rachel pour lui demander de me rejoindre dehors. J'avais besoin de réponses sans le public que formaient les parents de Marcus et les ouvriers du bâtiment. Elle est sortie de la maison quelques minutes plus tard, l'air agacé plutôt que désolé. « Quel est le problème ?» a-t-elle demandé, croisant les bras sur la défensive. « Je pensais que tu avais dit que c'était d'accord. » J'ai gardé un ton posé. « Rachel, tu es en train de démolir ma maison sans permission. Rien dans cette situation n'est d'accord. J'ai besoin que tu m'expliques exactement ce qui se passe ici. » Sa posture défensive s'est légèrement détendue alors qu'elle se lançait dans son explication. Marcus a perdu son travail le mois dernier. Le concessionnaire a réduit ses effectifs, et il était l'un des directeurs des ventes les plus récents, alors ils l'ont licencié. Nous ne pouvions plus payer notre appartement, et nous essayions de trouver une solution.
Et tu n'as pas pensé à m'appeler pour demander de l'aide, ai-je demandé. Nous avons fait quelque chose de mieux, a-t-elle continué, une pointe de fierté dans la voix. Walter et Patricia ont suggéré que nous venions vivre avec toi. Tu as cette grande maison pour toi seul, et la famille doit aider la famille, n'est-ce pas? Mais l'endroit avait besoin de quelques mises à jour pour nous convenir, alors nous avons pensé nous en occuper pendant ton absence. C'était censé être un avantage pour tout le monde. Je la fixais, incrédule. Donc, au lieu de demander si tu pouvais rester temporairement avec moi, tu as décidé de faire irruption et de rénover ma maison. Rachel a levé les yeux au ciel. Nous ne sommes pas entrés par effraction. J'ai une clé, tu te souviens? Tu me l'as donnée l'année dernière pour arroser tes plantes quand tu es allé à ce stage de codage. C'était pour les urgences et des situations spécifiques quand je te demandais de surveiller la maison, ai-je clarifié, me souvenant que je lui avais effectivement donné une clé de rechange, une décision que je regrettais profondément maintenant. Pas pour que tu emménages et que tu refasses tout sans que je le sache. Peu importe, nous te rendons service. Ces salles de bain étaient anciennes et ta cuisine était tellement peu pratique. Walter sait ce qu'il fait et nous payons pour tout. Enfin, son fonds de retraite le fait, mais il dit que c'est un investissement dans notre avenir. Son mépris décontracté pour ma propriété et mes limites était exaspérant, mais j'ai maintenu mon sang-froid. Montre-moi exactement ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que vous prévoyez. Rachel a semblé prendre ma demande pour une acceptation, son visage s'éclaircissant alors qu'elle me ramenait à l'intérieur. La visite complète a révélé encore plus de dégâts que ce que j'avais vu initialement. Dans la salle de bain principale, ils avaient retiré la baignoire îlot que j'avais installée seulement un an auparavant, une baignoire qui m'avait coûté près de 3000 $. Quand j'ai demandé où elle était, Rachel a haussé les épaules et a dit que Walter l'avait emportée dans un centre de recyclage parce que ce n'était pas leur style. La cuisine était pire de près. Mes armoires sur mesure, que j'avais commandées à un artisan local, avaient été arrachées sans ménagement et se trouvaient maintenant en morceaux dans mon garage. Les comptoirs en quartz avaient disparu. Quand je l'ai interrogée, Rachel a mentionné qu'ils avaient été donnés car ils prévoyaient d'installer du granit à la place. Le granit est beaucoup plus tendance de toute façon, a-t-elle dit, comme si elle me rendait service en remplaçant mes matériaux soigneusement choisis par leur préférence. Dans mon bureau, j'ai découvert qu'ils avaient déjà commencé à enlever mon bureau et mes étagères encastrées. Des livres et des papiers étaient empilés dans les coins, et mon équipement informatique avait été débranché et empilé négligemment sur le sol. Nous avons besoin de cette pièce pour la chambre de bébé, a expliqué Rachel avec désinvolture. Chambre de bébé? Quelle chambre de bébé, ai-je demandé, bien que je me doutasse déjà de la réponse. Elle a posé une main sur son ventre encore plat. Je suis enceinte de 8 semaines. Les parents de Marcus veulent être proches pour leur premier petit enfant, alors ils resteront dans la chambre d'amis un moment après la naissance du bébé. Les coups continuaient de pleuvoir. Non seulement Rachel et Marcus prévoyaient d'emménager, mais ses parents allaient se joindre à eux aussi, et ils s'attendaient à ce que j'accepte cette prise de contrôle totale de ma maison. Alors que j'examinais les dégâts dans mon bureau, j'ai repéré des plans d'architecture étalés sur une table pliante. En regardant de plus près, j'ai vu qu'ils détaillaient des changements à toute la maison, l'enlèvement de murs, la réorganisation des pièces, et même des plans pour convertir mon sous-sol en ce qui était étiqueté comme « Suite de Julio ». Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, pointant la conversion du sous-sol. Rachel a eu la décence de paraître légèrement embarrassée. Eh bien, une fois que le bébé sera né, nous aurons besoin de plus d'espace à l'étage. Walter a pensé que tu serais plus à l'aise avec ton petit appartement dans le sous-sol. Cela donnerait plus d'intimité à tout le monde. J'étais sans voix. Ils ne prévoyaient pas seulement un séjour temporaire. Ils étaient en train de prendre systématiquement le contrôle de toute ma maison et de me reléguer au sous-sol. Alors que Rachel continuait de me faire visiter, soulignant toutes leurs améliorations, j'ai surpris une conversation entre Walter et Patricia dans la salle à manger qui confirmait mes pires soupçons. Ça a mieux fonctionné que ce que nous avions prévu, disait Walter à voix basse. Une fois que nous serons entièrement installés, il sera presque impossible pour lui de nous mettre dehors. Droit des locataires et tout le reste. Patricia hocha la tête. Et avec le bébé qui arrive, il aura l'air d'un monstre s'il essaie de nous faire partir. C'est parfait. De plus, il est célibataire. Pourquoi aurait-il besoin de tout cet espace? Assure-toi juste que Rachel le garde distrait pendant que nous déménageons le reste de nos affaires ce week-end, ajouta Walter. Plus nous serons établis,
mieux c'est. Mon sang se glaça. Ce n'était pas un malentendu ou l'arrogance habituelle de ma sœur. C'était un plan calculé pour m'exploiter et me voler essentiellement ma maison. Ils avaient attendu que je sois absent, avaient délibérément commencé des rénovations majeures difficiles à inverser, et planifié de s'établir comme locataire pour rendre l'expulsion légalement compliquée. En regardant ma maison démolie et en écoutant leurs manigances, j'ai réalisé que je devais agir rapidement et avec décision. Il ne s'agissait plus seulement de limites. Il s'agissait de protéger ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Après avoir entendu la conversation de Walter et Patricia, j'ai su que je devais aborder cette situation de manière stratégique. Des années de gestion de projet m'avaient appris que les meilleures solutions viennent d'une planification minutieuse plutôt que de décisions réactives. Je devrais être malin. Je suis retourné voir Rachel dans le salon, forçant une expression de résignation. C'est beaucoup à encaisser, dis-je, passant ma main dans mes cheveux pour accentuer l'effet. Je suis toujours en train de tout assimiler, mais je veux comprendre l'étendue complète de ce que vous prévoyez. Rachel, visiblement soulagée que je ne crie pas et que je ne les mets pas à la porte, est devenue enthousiaste. Nous avons tellement de bonnes idées. Patricia a un goût incroyable. Elle regarde toutes ces émissions de rénovation domiciliaire. Et Walter était entrepreneur en construction avant de prendre sa retraite, donc il sait exactement ce qui ajoute de la valeur. Montre-moi les plans que j'ai demandés, dis-je, en ayant l'air aussi intéressé que je le pouvais. Si cela se passe, je devrais au moins savoir à quoi ressemblera ma maison. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté attentivement pendant que Rachel, Marcus et ses parents me présentaient leur plan de rénovation complet. J'ai posé des questions détaillées sur les matériaux, le calendrier et les coûts, prenant des notes mentales de chaque aveu. Ils n'avaient aucun permis, aucun entrepreneur professionnel autre que les journaliers que Walter avait embauchés, et ils effectuaient des modifications structurelles qui nécessitaient certainement l'approbation du service du bâtiment. Quand Rachel a mentionné qu'il prévoyait de démolir le mur entre la cuisine et la salle à manger le lendemain, j'ai hoché la tête pensivement. C'est un gros travail. Êtes-vous sûr que ce n'est pas un mur porteur? Walter a balayé la remarque d'un geste dédaigneux. Je sais ce que je fais. Je suis dans la construction depuis 40 ans. Je n'ai pas besoin qu'un inspecteur municipal vienne me dicter ma conduite. Soit, ai-je dit, remarquant le sourire suffisant de Patricia à la confiance de son mari. Et tous ces ouvriers sont-ils licenciés et assurés? Ce sont de bons gars, a répondu Walter de manière vague. Des emplois au noir, vous savez comment ça fonctionne. Ça fait baisser les coûts. J'ai hoché la tête comme si cela allait de soi, tout en documentant mentalement une autre violation. Tout au long de la conversation, je sortais occasionnellement mon téléphone, prétendant vérifier des messages, alors qu'en réalité, je photographiais les dégâts et enregistrais des parties de notre conversation. Écoutez, ai-je finalement dit, regardant ma montre. C'est beaucoup à digérer. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ça vous ennuie si je prends quelques affaires et que je vais à l'hôtel ce soir? Je suis encore assez épuisé par la conférence. Rachel a regardé Marcus avec incertitude. Mais Patricia est intervenue. Bien sûr. Tu dois être épuisé et tout ce désordre de construction n'est pas reposant. Prends le temps de t'habituer à l'idée. Nous allons continuer d'avancer ici. Je suis sûr qu'elle pensait être maligne, encourageant mon absence pour qu'ils puissent continuer leur prise de contrôle sans entrave. J'ai simplement souri et je l'ai remercié pour sa compréhension. Je vais juste prendre quelques vêtements et mon ordinateur portable, dis-je, me dirigeant vers ma chambre, qu'heureusement il n'avait pas encore complètement démantelé. Une fois là-bas, j'ai rapidement rassemblé plus que de simples nécessités pour la nuit. J'ai récupéré tous mes documents importants, actes de propriété, papiers d'assurance, déclaration de revenus, et je les ai mis en sécurité dans ma mallette. J'ai également emballé des objets irremplaçables comme la montre de mon grand-père et la petite boîte en bois contenant des photos de famille trop précieuses pour être perdues. Pendant que je faisais mes bagages, j'ai discrètement pris plus de photos des dégâts dans toute la maison, sous des angles qui montraient clairement l'étendue de leur rénovation non autorisée. Avant de partir, j'ai fait semblant de demander quand ils allaient tous sortir dîner, prétendant que je pourrais me joindre à eux plus tard si j'en avais envie. Marcus a mentionné qu'ils avaient des réservations à 7 heures dans un restaurant italien du centre-ville. Parfait, ai-je dit. Je vous enverrai un SMS si je décide de venir. Sinon, je vous donne des nouvelles demain matin. Alors que je m'éloignais en voiture, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur pour voir Rachel, Marcus et ses parents se tenant à mon seuil,
l'air satisfait d'eux-mêmes. Ils pensaient avoir gagné, que je me retirais pour assimiler le changement inévitable de ma situation de vie. Leur complaisance allait jouer en ma faveur. Au lieu de me diriger vers un hôtel, j'ai conduit directement chez Thomas Anderson, un ami d'université qui travaillait maintenant comme avocat spécialisé en droit immobilier. J'avais assisté à sa pendaison de crémaillère seulement un mois auparavant et je savais qu'il serait là. Après un appel rapide pour m'assurer qu'il était disponible, je suis arrivé chez lui et j'ai exposé toute la situation. Thomas a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Votre sœur a utilisé une clé d'urgence pour entrer chez vous pendant votre absence, a fait venir des entrepreneurs sans licence pour effectuer des rénovations majeures sans permis, s'est débarrassée de vos biens personnels, et prévoit d'emménager avec toute sa famille, le tout sans votre permission ?» C'est exactement ça, ai-je confirmé. Et d'après ce que j'ai entendu, ils essaient délibérément d'établir un statut de locataire pour rendre difficile leur expulsion ultérieure. Thomas a secoué la tête, incrédule. C'est incroyable, mais malheureusement pas rare. Les différends familiaux concernant la propriété peuvent devenir incroyablement compliqués. La bonne nouvelle, c'est que vous avez pris cela tôt et que vous avez une documentation claire d'entrée non autorisée et de dommages matériels. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer un plan complet. Thomas m'a conseillé de contacter immédiatement mon assurance habitation pour signaler les dégâts. Il a également suggéré de contacter le service du bâtiment de la ville dès le matin pour signaler les travaux de construction sans permis. Qu'en est-il des aspects légaux pour les faire partir, ai-je demandé. Ils ont une clé et pourraient prétendre que je leur ai donné la permission. C'est pourquoi nous devons agir rapidement avant qu'ils ne puissent établir une réclamation de location, a expliqué Thomas. Pour l'instant, il s'agit clairement d'une intrusion et de dommages matériels. Ils n'ont ni bail, ni contrat de location, ni preuve que vous avez consenti à tout cela. Le fait qu'ils aient attendu votre départ et qu'ils effectuent ces changements sans permis joue fortement en votre faveur. Thomas m'a aidé à rédiger des avis d'intrusion formels et à commencer à préparer d'éventuels recours juridiques si nécessaire. Il m'a également conseillé de contacter le commissariat de police local pour faire en sorte que des agents soient présents lorsque je retournerai à la maison, à la fois pour maintenir la paix et pour documenter officiellement la situation. Encore une chose, a ajouté Thomas alors que nous terminions nos préparatifs. Changez vos serrures immédiatement et mettez à jour votre système de sécurité. Si votre sœur a fait des copies de votre clé, ce qui semble probable, vous devez vous assurer qu'ils ne peuvent pas rentrer une fois expulsés. Au moment où j'ai quitté la maison de Thomas, il était près de minuit. Je me suis enregistré dans un hôtel voisin, épuisé, mais me sentant plus en contrôle. Avant de dormir, j'ai passé plusieurs appels importants pour le lendemain matin à ma compagnie d'assurance, au service du bâtiment, et à un serrurier qui offrait des services d'urgence. Allongé dans mon lit, j'ai réfléchi à Rachel et à la façon dont notre relation en était arrivée là. Une partie de moi se sentait coupable des mesures strictes que j'envisageais de prendre. Mais je me suis rappelé que ce n'était pas un simple malentendu ou un cas de prise de liberté mineure. C'était une tentative calculée de m'exploiter et de me voler essentiellement ma maison, la maison que j'avais travaillé toute ma vie pour m'offrir. Parfois, fixer des limites fermes avec sa famille n'est pas seulement approprié, c'est nécessaire. Le lendemain matin a commencé par une flurrie d'activités. J'étais debout à 6 heures pour passer des appels et finaliser mon plan. Mon premier appel était au service du bâtiment où j'ai signalé des travaux de construction non autorisés ayant lieu à mon adresse. Le fonctionnaire à qui j'ai parlé était extrêmement préoccupé lorsque j'ai mentionné que des murs structurels étaient retirés sans permis, et il a immédiatement organisé une rencontre avec un inspecteur à la maison. Ensuite, j'ai appelé ma compagnie d'assurance pour signaler les dégâts. Ils étaient tout aussi alarmés et ont désigné un expert pour évaluer la situation dès que possible. Ils m'ont également conseillé de tout documenter avec des photos et des descriptions écrites, ce que j'avais déjà commencé à faire. Mon troisième appel était à la ligne non urgente de la police. J'ai expliqué la situation, des personnes non autorisées étaient entrées chez moi pendant mon absence et causaient d'importants dommages matériels. Le répartiteur a accepté d'envoyer des agents pour m'accompagner à la maison, à la fois pour maintenir la paix et pour documenter la situation officiellement. Enfin, j'ai contacté un serrurier spécialisé dans les services d'urgence, organisant une rencontre avec lui plus tard à la maison pour changer toutes les serrures et potentiellement mettre à niveau le système de sécurité. Avec ces préparatifs en place, j'ai repris la route vers ma maison, arrivant juste avant 9 heures du matin. Comme prévu, 2 voitures de police attendaient déjà à proximité,
ainsi qu'un véhicule du service du bâtiment de la ville. Je leur ai rapidement exposé la situation avant d'approcher la maison. Alors que nous montions l'allée, j'ai remarqué que d'autres véhicules étaient arrivés pendant la nuit. Un camion de déménagement était maintenant garé dans la rue et des boîtes étaient empilées sur mon porche d'entrée. Ils avaient clairement accéléré leur projet d'emménagement après mon départ la veille au soir. Avant d'atteindre la porte, mon téléphone a sonné. C'était Rachel, la voix tendue par la panique. « Julio, que se passe-t-il ? Il y a 5 voitures de police devant la maison. » « J'arrive tout de suite pour expliquer, » ai-je répondu calmement, raccrochant avant qu'elle ne puisse répondre. Quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée, la scène à l'intérieur était encore plus chaotique que la veille. Les ouvriers étaient déjà arrivés et étaient en train de démolir le mur entre ma cuisine et ma salle à manger. La moitié avait disparu, exposant le câblage électrique et les tuyaux de plomberie. Plus de meubles de Marcus et Rachel étaient apparus pendant la nuit. Leur canapé était maintenant dans mon salon, et des boîtes étiquetées, cuisine, et chambre, étaient empilées partout dans la maison. Rachel, Marcus et ses parents se tenaient dans l'entrée, leurs expressions passant de la confusion à l'alarme lorsqu'ils ont vu les agents et l'inspecteur du bâtiment derrière moi. « Qu'est-ce que c'est » a exigé Marcus, faisant un pas en avant. « Pourquoi la police est-elle ici ?» Je suis resté calme et professionnel. J'ai fait venir les autorités pour régler la question des travaux de construction non autorisés et des dommages matériels qui se déroulent dans ma maison. L'inspecteur du bâtiment s'est avancé, s'est présenté et a immédiatement exprimé son inquiétude concernant le câblage exposé et le mur partiellement démoli. « Y a-t-il un permis pour ces travaux » a-t-il demandé, sachant déjà la réponse. Walter a gonflé la poitrine. « Je supervise ce travail personnellement. Je suis entrepreneur depuis 40 ans. Puis-je voir votre licence d'entrepreneur actuelle et les permis approuvés pour ce projet » a demandé l'inspecteur. La confiance de Walter a vacillé. Nous faisons juste quelques rénovations familiales. Nous ne pensions pas avoir besoin de toute cette paperasse pour aider le frère de mon gendre. Monsieur, toute modification structurelle, tout travail électrique ou tout changement de plomberie nécessite des permis, a expliqué fermement l'inspecteur. Et seuls les entrepreneurs licenciés peuvent légalement effectuer de tels travaux. Je vais devoir exiger que toute construction cesse immédiatement pendant que j'inspecte la propriété pour les violations de code et les risques de sécurité. Alors que l'inspecteur commençait son évaluation, l'un des agents de police s'est tourné vers moi. « Monsieur, pouvez-vous clarifier qui est propriétaire de cette propriété et qui est autorisé à être ici ? » « Je suis l'unique propriétaire, » ai-je déclaré clairement. « J'ai acheté cette maison l'année dernière. Ces individus sont entrés sans ma permission pendant que j'étais en voyage d'affaires et ont commencé des rénovations sans mon consentement. » Rachel est intervenue, sa voix s'élevant. « Ce n'est pas vrai. Nous avions la permission. Dis-leur, Julio, tu m'as donné une clé. Je t'ai donné une clé d'urgence l'année dernière, quand je t'ai demandé d'arroser mes plantes pendant que j'étais en stage de codage, ai-je corrigé. Je ne t'ai jamais autorisé à entrer chez moi sans ma connaissance cette fois-ci, et je n'ai certainement jamais donné la permission pour des rénovations ou pour que tu t'installes. » Marcus s'est avancé, essayant une autre approche. « Écoutez, il y a clairement eu un malentendu. Julio et Rachel sont frères et sœurs et nous essayons juste d'aider à améliorer sa maison. Nous avions un accord. Pouvez-vous fournir une documentation de cet accord » a demandé le deuxième agent. Marcus a hésité. « Eh bien, non, c'était verbal, mais Julio savait que nous prévoyions de rester avec lui un moment, n'est-ce pas, Julio ? C'est la première fois que j'entends parler de plans pour que vous emménagiez chez moi, ai-je déclaré fermement. Je suis rentré hier pour trouver ma maison en train d'être démolie sans que je le sache ni y consente. » L'inspecteur du bâtiment est revenu de son évaluation initiale, secouant la tête. « C'est grave. Vous avez du câblage électrique exposé, des modifications structurelles sur des murs porteurs, des travaux de plomberie inappropriés, le tout sans permis ni inspection. C'est extrêmement dangereux et totalement illégal. Je délivre un ordre d'arrêt de travail immédiatement. » Il s'est tourné vers les ouvriers qui avaient arrêté leur démolition à notre arrivée. « Qui vous a embauché pour ce travail ?» Un des ouvriers a pointé Walter. « Ce gars nous paye en espèces. » L'inspecteur s'est tourné vers Walter. « Monsieur, êtes-vous un entrepreneur licencié dans cet état ?» Walter est devenu visiblement mal à l'aise. « Mon permis est en cours de renouvellement. »« Donc, c'est un non » a noté l'inspecteur, écrivant quelque chose sur son bloc-notes.
Embaucher des travailleurs sans licence, payer en espèces pour des travaux sans permis est une infraction grave. Il y aura des amendes. Pendant que cette conversation avait lieu, Patricia avait pris Rachel à part, lui chuchotant quelque chose avec insistance. Je voyais le visage de Rachel se décomposer tandis qu'elle secouait la tête en signe de désaccord. Patricia semblait insister, poussant Rachel vers moi. Finalement, Rachel s'est approchée, son expression mêlant désespoir et colère. « Julio, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes de la famille. Tu sais que Marcus a perdu son travail et que je suis enceinte. Nous avons besoin d'aide maintenant. Où sommes-nous censés aller? Tu aurais pu me demander de l'aide, ai-je répondu, gardant un ton posé. Au lieu de ça, tu as fait irruption chez moi, détruit mes biens, et essayé de prendre possession de ma maison pendant mon absence. Ce n'est pas ce que fait la famille les uns aux autres. Nous ne sommes pas entrés par effraction, a-t-elle protesté. J'avais une clé, qui était pour les urgences seulement, pas pour ça, ai-je rétorqué. Et tu le savais, c'est pourquoi tu as attendu que je sois en ville pour faire tout ça. Le premier agent est intervenu à ce moment-là. Madame, utilisez une clé fournie pour un objectif limité spécifique pour entrer dans une propriété sans la connaissance et le consentement du propriétaire, surtout pour causer des dommages matériels ou faire des modifications non autorisées, peut quand même constituer une entrée illégale. La stratégie de Rachel est rapidement passée à la manipulation émotionnelle. Alors, tu vas jeter ta sœur enceinte à la rue? Maman et papa auraient honte de toi en ce moment. Je ne suis pas responsable de la situation que tu as créée, ai-je dit fermement. Et je pense que maman et papa auraient plus honte de quelqu'un qui essaie d'abuser de sa famille et de voler sa maison. Walter s'est avancé, le visage rouge de colère. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous avons déjà investi des milliers dans ces rénovations. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors après que nous ayons mis de l'argent dans cet endroit. En fait, il le peut, a dit Thomas, arrivant pile à l'heure. Je lui avais envoyé un SMS lorsque nous sommes arrivés à la maison, et il était venu apporter un soutien juridique. Monsieur Vega est le propriétaire légal de cette propriété. Vous n'avez ni bail, ni contrat de location, et aucun droit légal d'être ici ou d'apporter des modifications à sa propriété. En fait, ce que vous avez fait constitue une intrusion, des dommages matériels et potentiellement un méfait criminel. Qui êtes-vous, a exigé Marcus. Thomas Anderson, avocat, a-t-il répondu, tendant sa carte à Marcus. Je représente Monsieur Vega dans cette affaire. L'atmosphère est devenue plus tendue lorsque Walter a réalisé la gravité de la situation. C'est ridicule. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas faire venir des avocats et la police dans une affaire de famille. Vous avez fait venir des entrepreneurs et des équipes de démolition dans ma maison sans permission, ai-je répondu calmement. Cela a cessé d'être seulement une affaire de famille lorsque vous avez décidé de détruire ma propriété. Les agents, après avoir évalué la situation, se sont approchés de Rachel, Marcus, Walter et Patricia. Sur la base des déclarations du propriétaire et des preuves de construction non autorisées, nous allons vous demander à tous de quitter les lieux immédiatement. Tous les effets personnels peuvent être récupérés sous notre supervision, mais la construction doit cesser maintenant, et vous devez évacuer la propriété. Le visage de Rachel s'est effondré, des larmes lui montant aux yeux. Où sommes-nous censés aller? Tu sais que nous ne pouvons plus payer notre appartement. J'ai ressenti une pointe de sympathie malgré tout, mais je suis resté ferme. C'est quelque chose que vous auriez dû considérer avant d'essayer de prendre le contrôle de ma maison sans demander. Vous pouvez rester dans un hôtel jusqu'à ce que vous trouviez une solution, tout comme j'ai dû le faire hier soir quand j'ai trouvé ma maison inhabitable. Marcus a passé son bras autour de Rachel, me lançant un regard noir. Allons, ma belle. Nous n'avons pas besoin de son aide. Ton frère est clairement plus préoccupé par sa précieuse maison que par sa propre famille. Patricia est intervenue, sa voix dégoulinant de venin. J'ai toujours dit que ton frère était égoïste. La famille ne signifie rien pour lui. Je refusais de céder à leur tentative de faire de moi le méchant pour avoir protégé ma propriété. Au lieu de cela, je me suis tourné vers les agents. Je souhaite déposer un rapport formel concernant les dommages matériels et l'entrée non autorisée, et j'aurai également besoin de documentation pour ma compagnie d'assurance. Pendant que les agents commençaient leur documentation formelle, les ouvriers ont reçu l'ordre de sécuriser toute zone dangereuse qu'ils avaient créée, mais de cesser tous les travaux de rénovation. Je les ai approchés en privé et leur ai expliqué que je les paierais pour leur journée de travail, même s'ils devaient s'arrêter,
car il n'était que de l'aide salariée et n'était pas responsable de la tromperie. Il semblait soulagé et reconnaissant de ce geste. Au cours des 2 heures suivantes, Rachel, Marcus et ses parents ont récupéré leurs effets personnels sous le regard attentif des agents de police. Le camion de déménagement qui avait commencé à décharger leurs meubles a dû tout recharger. L'atmosphère était tendue avec des éclats occasionnels de Walter concernant les proches ingrats et la trahison familiale. Alors qu'il se préparait à partir, Rachel s'est approchée de moi une dernière fois, les yeux rouges à force de pleurer. « J'espère que tu es heureux maintenant, dit-elle amèrement. Tu as tout ruiné. Non, Rachel. Tu as fait ça quand tu as décidé de profiter de moi au lieu de simplement demander de l'aide, ai-je répondu, maintenant mon calme malgré le fardeau émotionnel que cette confrontation représentait. Si tu étais venu me voir honnêtement au sujet de ta situation, nous aurions pu trouver une solution ensemble, mais je ne peux pas te faire confiance après ça. Elle n'a pas répondu, se contentant de se détourner pour rejoindre Marcus à leur voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, suivis par Walter et Patricia dans leur VUS, j'ai ressenti un mélange complexe de soulagement, de tristesse et de détermination. La confrontation avait été nécessaire, mais je n'en tirais aucune joie. Le serrurier est arrivé peu de temps après leur départ, et j'ai immédiatement fait changer toutes les serrures et installer un nouveau système de sécurité. L'inspecteur du bâtiment m'a fourni un rapport détaillé de toutes les violations de code et des conditions dangereuses créées par les travaux non autorisés, ce qui serait essentiel pour ma réclamation d'assurance. Thomas est resté pendant tout le processus, s'assurant que tous les aspects légaux étaient correctement gérés. En fin d'après-midi, ma maison était enfin vide d'invités indésirables, bien que les dégâts physiques subsistaient comme un rappel cinglant de la rapidité avec laquelle la confiance peut être brisée et les relations endommagées. La route pour restaurer ma maison et potentiellement ma relation avec ma sœur serait longue et difficile. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été un flou d'experts en assurance, d'entrepreneurs et d'équipes de nettoyage. Les dégâts dans ma maison étaient encore plus étendus que je ne l'avais réalisé initialement. Au-delà de la démolition évidente de la salle de bain et de la cuisine, de nombreux problèmes plus petits sont apparus lors d'une inspection plus approfondie, des planchers de bois francs rayés par le déplacement d'objets lourds, des trous dans les murs dus au retrait des luminaires, des prises électriques endommagées, et même une fenêtre fissurée que personne n'avait mentionnée. L'expert en assurance a passé près de 4 heures à tout documenter, prenant des photos et des notes détaillées sur chaque élément nécessitant une réparation ou un remplacement. Ma police d'assurance habitation complète couvrirait la majorité des dommages, moins ma franchise, mais le processus prendrait du temps. L'expert m'a expliqué que les cas impliquant des membres de la famille nécessitent souvent une documentation supplémentaire pour prouver que les dommages n'étaient pas autorisés. Heureusement, mon rapport de police et l'évaluation de l'inspecteur du bâtiment ont fourni cette preuve. J'ai déjà vu des situations similaires, m'a dit l'expert alors que nous traversions la cuisine éventrée. Les différends familiaux concernant la propriété peuvent être parmi les cas les plus destructeurs que nous traitons. Les gens se sentent souvent autorisés à prendre des libertés avec les maisons de leurs proches qu'ils n'envisageraient jamais avec des étrangers. Retrouver mes luminaires soigneusement choisis s'est avéré impossible. La baignoire îlot de la salle de bain principale avait bien été emmenée à une casse et déjà revendue. Mes armoires de cuisine sur mesure étaient irréparables lors de leur retrait. Les comptoirs en quartz que Rachel prétendait avoir été donnés avaient en fait été vendus à un entrepreneur local pour un paiement rapide en espèces que Walter avait mis dans sa poche. Chaque découverte ressemblait à une nouvelle trahison, un rappel que ma sœur et ses beaux-parents n'avaient pas seulement envahi mon espace, ils l'avaient systématiquement démantelé à leur propre bénéfice sans aucun égard pour le temps, l'argent et l'investissement émotionnel que j'avais mis à faire de ma maison un foyer. La première nuit où j'ai pu à nouveau séjourner chez moi a été étrange et troublante. Avec la salle de bain partiellement fonctionnelle grâce à des réparations d'urgence et la cuisine réduite à un réfrigérateur branché sur une rallonge, je me sentais comme un visiteur dans ma propre maison. Les espaces qui m'apportaient autrefois du réconfort semblaient maintenant violés, leur familiarité dépouillée avec les luminaires et les finitions que j'avais choisis avec tant de soin. J'ai mal dormi cette nuit-là, me réveillant à chaque craquement et bruit de tassement, m'attendant à moitié à retrouver Rachel et sa famille. Le nouveau système de sécurité m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit, mais l'impact psychologique d'avoir mon sanctuaire envahi persistait. Le lendemain matin a apporté la première vague de retombées familiales. Mon téléphone a sonné à 7 heures. Mes parents appelaient de l'Arizona, où ils avaient pris leur retraite il y a 3 ans. « Julio, que se passe-t-il ? Rachel nous a appelés en pleurant hier soir, disant que tu avais fait expulser sa famille et toi par la police de ta maison, a commencé ma mère, la voix tendue par l'inquiétude et la désapprobation.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai calmement expliqué la situation, comment j'étais rentré plus tôt pour trouver ma maison en cours de démolition sans ma connaissance ni ma permission, comment Rachel et Marcus avaient prévu d'emménager sans demander, et comment Walter et Patricia avaient orchestré une grande partie de cela. Elle n'avait nulle part où aller, et tu sais qu'elle est enceinte, a interrompu mon père. La famille est de la famille, mon fils. C'est comme ça que nous t'avons élevé. J'aurais aidé si elle avait demandé, ai-je répondu. Mais elle n'a pas demandé. Elle est entrée par effraction pendant mon absence et a détruit ma maison. Ce n'est pas demander de l'aide, c'est en abuser. Ma mère a soupiré lourdement. Elle dit qu'elle avait une clé. Comment est-ce une effraction? La clé était pour les urgences et des moments spécifiques lorsque je lui demandais de surveiller la maison, ai-je expliqué patiemment, pas pour qu'elle s'introduise quand elle voulait, surtout pas pour démolir ma cuisine et ma salle de bain sans permission. La conversation a duré près d'1 heure, mes parents oscillant entre la compréhension de ma position et le sentiment que j'avais été trop dur avec Rachel. Il était clair qu'ils avaient entendu une version des événements très différente de la part de ma sœur, une version qui minimisait les dégâts et le caractère non autorisé des rénovations, tout en soulignant sa grossesse et ses difficultés financières. Promets-moi juste que tu penseras à l'aider à trouver un nouvel endroit, m'a finalement dit ma mère. Elle est toujours ta sœur et ce bébé est toujours ta nièce ou ton neveu. J'ai accepté d'envisager des moyens d'aider Rachel qui n'impliquaient pas qu'elle prenne le contrôle de ma maison, un compromis qui semblait satisfaire mes parents pour le moment. Les jours suivants, les divisions familiales se sont approfondies. Des membres de la famille élargie ont commencé à prendre parti, souvent sur la base d'informations incomplètes ou partiales. Ma cousine Elena a appelé pour exprimer son soutien après avoir vu les photos des dégâts que j'avais envoyés à mes parents. Ce que Rachel a fait était mal. Aucun doute, a-t-elle dit fermement. Personne n'a le droit d'envahir ton espace comme ça, famille ou non. D'autres ont été moins compréhensifs. Mon oncle Roberto m'a envoyé un long SMS me réprimandant de ne pas avoir été plus accommodant envers une femme enceinte dans le besoin, ignorant le fait qu'aucune accommodation n'avait été demandée. Ma maison avait été envahie et modifiée sans consentement. L'appel le plus surprenant est venu de la sœur de Marcus, Jasmine, qui m'a contacté de nulle part. Je voulais que tu saches que ce n'est pas la première fois que mes parents font ce genre de coup, a-t-elle dit avec hésitation. Ils ont fait quelque chose de similaire à mes grands-parents, prenant progressivement le contrôle de leur maison jusqu'à ce que mes grands-parents se sentent comme des invités chez eux. Cela a provoqué une énorme rupture dans la famille. Son témoignage a confirmé mes soupçons concernant l'approche calculée de Walter et Patricia. Il ne s'agissait pas d'une décision impulsive, mais d'une stratégie délibérée qu'ils avaient déjà employée. Tout en naviguant dans ce terrain émotionnel, je coordonnais également la reconstruction physique de ma maison. La compagnie d'assurance a approuvé ma réclamation, me permettant d'engager des entrepreneurs légitimes pour commencer les réparations. Le processus était lent et coûteux, même avec l'assurance couvrant la plupart des frais. Il y avait des améliorations et des permis qui sont sortis de ma poche. L'inspecteur du bâtiment avait trouvé plusieurs problèmes qui devaient être mis aux normes des problèmes créés par l'approche négligente de Walter en matière de construction. Des amis se sont avérés inestimables pendant cette période. Thomas a continué à fournir des conseils juridiques, surtout lorsque Walter a menacé de me poursuivre en justice pour l'argent qu'il avait investi dans les rénovations. Mon ami d'université, Miguel, qui travaillait dans la gestion de la construction, m'a aidé à trouver des entrepreneurs réputés et à négocier de meilleurs prix sur les matériaux. Une autre amie, Diana, a passé tout un week-end à m'aider à nettoyer et à organiser les zones qui n'étaient pas en construction. Alors que la reconstruction physique progressait, j'ai découvert des preuves supplémentaires de la façon dont le plan de Rachel et Marcus avait été calculé. Un voisin a mentionné que Rachel s'était présentée comme la nouvelle propriétaire des semaines avant l'incident, expliquant que son frère lui vendait la maison car il déménageait pour le travail. Un autre voisin avait entendu une histoire similaire sur moi acceptant un emploi à Chicago et laissant ma famille prendre en charge l'hypothèque. Plus inquiétant encore, j'ai trouvé plusieurs pièces de courrier adressées à Marcus et Rachel qui avaient été livrées à mon adresse et soigneusement classées dans un tiroir, des factures, des relevés bancaires, et même une confirmation d'inscription électorale. Ils établissaient leur résidence à mon adresse bien avant la tentative réelle d'emménagement, créant ainsi une trace écrite qui aurait pu compliquer une procédure d'expulsion s'ils avaient réussi leur coup. Ces découvertes ont renforcé ma résolution de maintenir des limites fermes avec Rachel et sa famille. Malgré la pression constante de certains membres de la famille pour se réconcilier et mettre cela derrière nous, ce n'était pas un malentendu ou une erreur bien intentionnée. C'était une tentative délibérée de profiter de moi et de me voler essentiellement ma maison.
3 semaines après la confrontation, alors que ma cuisine et ma salle de bain étaient encore en reconstruction, j'ai reçu un SMS de Rachel. C'était la première communication directe depuis le jour où la police l'avait escortée hors de ma propriété. J'ai trouvé un appartement, a-t-elle écrit. Pas aussi bien que ce que nous avions avant, mais c'est quelque chose. Je pensais que tu devrais le savoir puisque maman continue de demander si tu nous aides. J'ai répondu prudemment. Je suis contente que tu aies trouvé un endroit. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour le dépôt de garantie ou le loyer du premier mois. Sa réponse est arrivée rapidement. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Je pensais juste que tu voudrais dire à maman que tu peux arrêter de te sentir coupable maintenant. Le message m'a piqué, mais il a aussi confirmé que Rachel ne comprenait toujours pas ou ne reconnaissait pas le caractère inapproprié de ce qu'elle avait fait. Dans son esprit, j'étais le méchant qui n'avait pas su aider sa famille dans le besoin, et non la victime d'une tentative calculée de prendre possession de ma propriété. Avec chaque jour qui passait, tandis que les entrepreneurs restauraient lentement ma maison à son état d'origine, ou du moins le plus proche possible, étant donné que certains luminaires ne pouvaient être remplacés à l'identique, j'ai commencé à retrouver mon sentiment de propriété et de sécurité. De nouvelles serrures, un système de sécurité complet, et une attention particulière à qui avait accès à ma propriété sont devenus ma nouvelle normalité. L'expérience m'a changé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon inclination naturelle à aider ma famille est restée, mais elle est maintenant tempérée par une compréhension plus claire des limites et de l'importance de protéger ce pourquoi j'avais travaillé si dur. La confiance, une fois brisée, s'est avérée difficile à reconstruire, surtout lorsque l'autre partie refusait de reconnaître la rupture en premier lieu. 1 an s'est écoulé depuis ce jour choquant où je suis rentré plus tôt de mon voyage d'affaires pour trouver ma maison faisant l'objet de rénovations non autorisées. La restauration physique de ma maison a été achevée il y a 6 mois, bien que certaines choses n'aient jamais pu être exactement les mêmes. Les nouvelles armoires de cuisine, bien que belles, n'ont pas les mêmes détails artisanaux que les originales. Le motif de carrelage de la salle de bain que j'aimais n'est plus fabriqué, j'ai donc dû choisir quelque chose de similaire, mais pas identique. Ces petites différences servent de rappel quotidien de ce qui s'est passé, bien qu'elles ne portent plus le coup tranchant qu'elles avaient autrefois. L'impact sur mes relations familiales a été plus complexe et durable que les dommages physiques causés à ma maison. Pendant les 3 premiers mois après l'incident, Rachel et moi n'avons pas parlé du tout. Mes parents ont essayé de jouer les médiateurs, organisant un dîner de famille qui s'est terminé par le départ de Rachel lorsque j'ai refusé de m'excuser d'avoir impliqué la police. Marcus est resté hostile, me blâmant pour leurs difficultés financières au lieu de reconnaître son propre rôle dans la situation. Walter et Patricia ont coupé tout contact avec moi, bien que j'ai appris par des canaux familiaux qu'ils avaient subi des conséquences juridiques pour les travaux non autorisés et l'exercice sans licence d'entrepreneur valide. Les amendes qu'ils ont encourues ont apparemment mis à rude épreuve leurs économies de retraite, entraînant des tensions supplémentaires entre eux et Marcus. Progressivement, de minuscules étapes vers la réconciliation ont commencé à émerger. Lorsque Rachel a atteint son 3e trimestre de grossesse, elle m'a envoyé une échographie avec une brève note, « Je pensais que tu voudrais voir ta future nièce. » Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une reconnaissance de notre lien familial continu malgré tout ce qui s'était passé. J'ai répondu avec une carte cadeau pour un magasin de bébés et un simple message de félicitations. Cet échange modeste a ouvert la porte à une communication prudente et limitée. Lorsque ma nièce Sophia est née il y a 4 mois, Rachel m'a autorisé à leur rendre visite à l'hôpital. Un moment tendu mais important de reconnexion familiale. Mes parents ont finalement mieux compris mon point de vue après avoir visité ma maison entièrement restaurée et vu des photographies des dégâts qui avaient été causés. Je n'avais aucune idée que c'était si grave, a admis mon père, examinant les photos avant et après. Rachel nous a dit que ce n'était que quelques mises à jour mineures. L'expérience m'a obligé à établir des limites plus claires avec tous les membres de la famille. Personne n'a de clé de ma maison, à part une voisine de confiance qui surveille les lieux lorsque je voyage. J'ai installé un système de sonnette intelligent qui me permet de surveiller qui se présente à ma porte, même quand je suis absent. Ces mesures de sécurité ne sont pas seulement des protections physiques. Elles représentent une limite psychologique que je reconnais maintenant comme saine et nécessaire. Travailler avec un thérapeute m'a aidé à traiter les émotions complexes entourant cet incident. Au début, j'ai lutté contre la culpabilité d'avoir impliqué les autorités dans une affaire de famille, même en sachant que j'avais tout le droit de protéger ma propriété. Le thérapeute m'a aidé à reconnaître que les actions de ma sœur étaient une continuation des schémas d'enfance où les limites étaient ignorées et mes biens non respectés.
Les relations familiales doivent être basées sur le respect mutuel, et non sur l'obligation ou l'exploitation. Mon thérapeute a expliqué lors d'une séance particulièrement éclairante, aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de profiter de vous. Cette perspective m'a aidé à trouver un équilibre dans la manière dont j'abordais la reconstruction de ma relation avec Rachel. Je pouvais offrir mon soutien dans des limites clairement définies, aider avec des dépenses spécifiques pour le bébé, garder ma nièce occasionnellement, fournir des pistes d'emploi pour Marcus, sans renoncer à mon autonomie ou à ma propriété. Il y a 3 mois, Rachel a finalement reconnu, à sa manière, que ce qu'ils avaient fait était mal. Nous étions assis sur ma terrasse arrière nouvellement restaurée pendant que Sophia faisait la sieste à l'intérieur, et elle a dit doucement, « Nous aurions juste dû te demander de l'aide. » Je le sais maintenant. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était un progrès, un aveu que le rapproche avait été inapproprié. J'ai simplement hoché la tête et dit, « Oui, vous auriez dû. » Nous avons laissé cela ainsi, aucun de nous n'étant prêt à disséquer entièrement ce qui s'était passé, mais tous deux reconnaissant cela comme un tournant dans notre relation adulte. Ma relation avec Marcus reste tendue. Il a trouvé un nouveau travail dans un autre concessionnaire, mais il nourrit toujours du ressentiment quant à la façon dont les événements se sont déroulés. Ses parents viennent rarement rendre visite à Rachel et Sophia dans leur appartement, ayant déménagé dans une résidence pour retraités en Floride peu après l'incident. Cette distance s'est en fait avérée bénéfique pour le mariage de Rachel et Marcus, les forçant à devenir plus indépendants et autonomes. Quant à moi, ma maison est redevenue mon sanctuaire, même si je la vois différemment maintenant. Ce qui était autrefois simplement un symbole de réussite personnelle est devenu une représentation physique de mes limites et de mon amour-propre. J'ai fait la paix avec le fait que maintenir des relations saines exige parfois des décisions difficiles et des confrontations inconfortables. La semaine dernière, j'ai organisé un petit dîner pour des amis proches qui m'avaient soutenu pendant cette épreuve. Alors que nous prenions un verre sur la terrasse donnant sur le jardin que j'avais planté ce printemps, Diana a levé son verre pour porter un toast au nouveau départ et à la sagesse durement acquise. Ces mots ont parfaitement résumé ce que cette année difficile m'a enseigné. Les liens familiaux sont précieux, mais ils doivent être bâtis sur le respect mutuel et une communication honnête. L'amour ne signifie pas se laisser exploiter. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont les plus importantes à maintenir. Je tiens toujours beaucoup à ma sœur et je construis une relation avec ma nièce, mais je le fais avec des attentes plus claires et des limites plus fortes. La vraie famille se soutient mutuellement dans sa croissance et son succès, sans exploitation ni sentiment de droit acquis. Cette compréhension a conduit à des relations plus authentiques, quoique plus limitées, avec ma famille élargie. La maison qui m'a presque été enlevée a été entièrement récupérée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Chaque pièce reflète à nouveau mes choix et mes préférences. Chaque espace honore mon parcours et mon travail acharné. Et le plus important, j'ai retrouvé la tranquillité d'esprit qui découle du fait de savoir que mes limites seront respectées, parce que j'ai appris à rester ferme pour protéger ce qui compte pour moi.